C'est le défieur Olivier Moinet, qui sera opposé ce soir à Dominique Plompen. On les accueille. Moi, j'aime bien cette poignée de main avant de commencer entre les deux concurrents. Défi. Oui. Alors, Dominique Plompen, vous nous rejoignez ce soir en première semaine. Vous êtes marié. Oui, tout à fait. Vous avez des enfants. 2 enfants. De quel âge? Un garçon, Michel, de 14 ans, et une petite fille, Yannick, qui va bientôt avoir 12 ans. Alors, vous êtes professeur dans une école à Bruxelles, plus exactement à Woluwe, et vous enseignez les mathématiques, mais ce n'est pas tout, hein? Non, j'enseigne également l'informatique. Ah, alors vous allez pouvoir nous répondre. Est-ce qu'on dit www ou... Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Comme on veut. Voilà, c'est comme on veut, c'est comme on veut, c'est comme on veut, donc j'ai bon. On a l'avis de la professionnelle. Quoi qu'il en soit, Dominique, vous jouez ce soir pour 1 250 €, une somme que vous pourrez doubler si vous gagnez et si vous décidez de revenir la semaine prochaine. On retrouve donc en seconde semaine, Olivier Moinet de Bonnef, aiguisé, donc quantité aiguisée. Bonsoir Olivier. Bonsoir, Jacques, bonsoir. On rappelle que vous êtes gérant de société Horeca, autrement dit des croissanteries, des choses comme ça, Oui, à Louvain-la-Neuve. Oui, tout à fait. Il y a eu des manifestations Pas particulièrement, quelques clients qui, bien évidemment, regardaient l'émission, qui sont manifestés, mais Oui, sans plus. vous aviez installé des écrans partout. Moi, on je se ne peux pas souvient de ça. installer. Les écrans étaient déjà présents. Ah, donc on ce n'a n'était rien pas pour installé. vous. Enfin, ils servent au Ils s'en mondial servent et à notamment vous. ça. Voilà, tout à fait. Accessoirement à Fort-en-Tête, c'est bien. Votre femme Isabelle vous a donné 3 enfants Absolument. et vous avez on voit ça depuis la semaine dernière, vous êtes tenace. Et je me demandais d'où ça venait et je me suis aperçu que vous étiez né à Bastogne. Vous êtes ardennais. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est un peu ça. Têtu, un tout petit peu têtu. mais Oui, près de juste un peu. Bastogne vous êtes né? Je suis né à Bastogne, à vrai dire. À Bastogne. Mais j'habitais un village de Tenneville, donc entre Marche et Bastogne. Et je les salue tous Voilà. bien fort, absolument. Parfait, nous aussi. Eh bien, vous êtes en deuxième semaine, 2 500 € peut-être pour vous. Et si vous revenez la semaine prochaine et que vous gagnez encore, c'est évidemment la Fiat Stylo 3 portes 16 soupapes pour vous. Nous allons tout de suite vous proposer les mots cachés. On cherche 8 mots qui valent chacun 10 points dans une grille. Et nos téléspectateurs peuvent jouer également, nous appelant au 070 344 346 pour gagner 75 € offerts par Fortis Bank. Vous êtes prêts, Dominique? Olivier? Attention, voici la grille top chrono. Oui. Silice. Silice, bonne réponse. Olivier? Argile. Exact. Un partout. « 40 secondes. Ciment. Oui, oui, Amendement. exact. 2 partout. On se dirige vers l'ex-aequo. Oui, Chaud. oui, bonne réponse, Olivier. Encore 3 mots. Et 20 secondes. Oui, Strie. non. Oui, Gypse. gypse, oui, bonne réponse pour Dominique. Eh bien, c'est l'ex-aequo, 3 mots partout. Et nous jouons avec Marie de Juprel qui est avec nous ce soir. Bonsoir Marie. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, Est-ce que vous avez découvert un mot dans cette grille? oui, calcaire. Calcaire, en effet, calcaire au pluriel. Bonne réponse, merci d'avoir téléphoné. Il nous reste un dernier mot à placer, c'est clinker. Et nous vous l'expliquons. Le principe de base pour obtenir de la chaux et du ciment est une transformation physique et chimique par élévation de température, c'est-à-dire par calcination de pierres calcaires. Calcinées, ces pierres donnent plus de 2,5 fois leur volume initial. Les proportions et les quantités de silice et d'argile produisent des chaux de différentes sortes. Alors il y a les chaux grasses ou maigres que l'on utilise comme amendement en agriculture et les chaux hydrauliques qui durcissent dans l'eau et que l'on
l'on utilise sous forme de mortier pour la construction. Quant au ciment, pour le fabriquer, on écrase la pierre que l'on place dans un four rotatif. Pendant près de 50 heures, la matière va cuire à une température de 1500 degrés. Le produit fini, appelé clinker, sera refroidi. On y ajoutera alors des additifs comme le gypse qui feront varier les propriétés du ciment. Dominique, 30 points. Olivier, 30 points. Ça commence bien. Oui, et 75 € pour cette première candidate par téléphone, Marie de Zucrel. Au cours des années, je pense que c'était 40, 50, il y avait une fort belle chanson que j'aimais bien de Mireille et Jean Nohain, et qui allait un peu comme ça, le début en tout cas. C'était un château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage. Ta, 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 ta. Vous Bon. m'avez dit que c'était moi qui vous demandais de chanter, là vous chantez votre propre chef. De mon propre chef, oui. Alors, eh bien, je sais que vous aimez les histoires de châteaux. C'est pour en tout ça cas, que je les chante. on l'a compris. Eh bien, nous allons parler de légendes et d'histoires qui circulent depuis des siècles dans la région d'Antoing. Des histoires non pas de princes et de princesses, mais des histoires liées à la terre et aux conflits qu'elle a suscités. Regardez. Que l'on soit sur l'eau, sur terre ou encore au cœur de la ville, le château d'Antoing impose sa présence. De partout, il attire le regard. Véritable point de repère visuel, il est aussi intimement lié à l'histoire de la cité. Construit dès le XIIe siècle, il appartient d'abord à la famille d'Antoing, puis à celle des Melin, avant de devenir propriété des Lignes qui l'habitent encore aujourd'hui. Son système de défense est impressionnant. Avec son bolewerk, ses murs épais et sa lourde porte, il avait de quoi faire reculer les assaillants. Embelli au cours du temps, c'est au XIXe siècle qu'un disciple de Viollet-le-Duc en fait ce qu'il est aujourd'hui, paisible et mystérieux. Pourtant, il fut à l'origine d'actes de vengeance. C'est l'histoire du moulin de Maupré. Il est vrai que le propriétaire du château était le plus grand propriétaire terrien de la région et le moulin lui appartenait. Mais bien sûr, il y a un régisseur qui fait l'intermédiaire entre lui et les locataires. L'histoire, c'est lors de la mise en vente du moulin et quelques terres autour, des agriculteurs d'un village d'à côté ont racheté meilleur prix que ce que pouvait mettre celui qui avait exploité le moulin pendant plusieurs générations. Et donc, ils ont eu au moment de la vente déjà des propos de vengeance, des menaces. Et effectivement, un beau soir, la menace a été exécutée puisque un des deux nouveaux propriétaires du moulin a été blessé par un coup de feu. Alors l'enquête a permis de dénoncer un certain laquement. Et c'est vrai que la polémique subsiste à savoir si c'était vraiment bien lui, puisque lui a toujours nié jusqu'au dernier moment. Cette histoire ici à Maubrey est très tenace, je veux dire, on se la raconte de génération en génération. Il y avait même une fierté à dire que Maubrey était d'une certaine manière la capitale du Maugré. Pardon, monsieur? Pas question, on va 25 000. Vous proposez 25 000 francs 25 000. alors que vous savez très bien que ces terrains valent beaucoup plus? Bah, c'est bien sûr qu'elle valent plus, mais 25 000 francs, je n'ai que ça. Qui propose? C'est original aussi de voir que les gens ont participé à cet atelier théâtre en étant très intéressés par le sujet, alors qu'a priori, ils n'étaient pas spécialement portés sur le théâtre. Vous avez quel rôle exactement? La commère, ça veut dire celle qui rapporte toutes les choses qui se sont passées. Tout ce que j'ai entendu dire, je le répète. Les gens arrivent de là, Oui, tu je vois, regardais par là. et tu attends pour commencer qu'ils soient bien autour de toi. Oui, D'accord? Bon, mais le meilleur de tout, c'est que il n'y aura plus pour personne pour dire l'orémus quand on va tuer un pourchaud avant de le mettre au saloir. Moi, je joue un paysan qui s'est fait exproprier de sa terre, enfin qui n'était pas à lui parce qu'il a loué, mais il était dessus depuis très longtemps. Et il a fondé toute sa vie, notamment toute sa famille aussi, avec 13 enfants. Donc il s'est fait jeter carrément dehors parce qu'on vient de racheter les terres sur lesquelles il était. Alors il va se venger. Alors? Ouais, Je te l'avais dit, je trouverais. Ah bah me v'là. Bah me voilà aussi, moi. Moi je m'en fous, j'ai acheté. J'ai acheté, je te dis. T'as acheté quoi? T'as acheté mes terres. Ah bah alors? C'était à moi, ça, j'ai mis toute ma vie là-dessus. T'en mettre plus, c'est tout, point Plus, final. plus de quoi d'argent? Mais tu vas te voler. Tu vas te voler, espèce de putain de crapule. Vas-y. Bon. Pour vous qui aimez les histoires et légendes, sachez qu'une marche nocturne ayant pour thème le Maugré sera bientôt organisée dans le village. En studio, avec nous, Monsieur Vincent Berthelet du foyer socio-culturel et quelques membres de la troupe. Merci d'avoir fait le déplacement à Charleroi.
Nous avons des cadeaux pour vous aussi, pour notre jeu en fin d'émission, des entrées au château, bien sûr. Et puis à ceux qui désirent découvrir notre beau pays, nous proposons comme chaque semaine notre jeu en collaboration avec le magazine Télémoustique qui vous propose de répondre aux 2 questions qui sont posées en fin d'émission au 0900 27 027. Alors on y parle de Charleroi, vous l'avez vu en couverture, mais je vous signale à la page 14 une très belle petite bande dessinée de notre ami Dubus. On vous voit d'ailleurs. Vous reconnaîtrez des personnages que vous connaissez. Voici le Télémoustique pour vous. Alors, ce qu'il y a à gagner avec ce jeu, eh bien, il y a 5 bons de 100 € à valoir sur les activités touristiques proposées par l'Office de promotion du tourisme Wallonie-Bruxelles. Que l'on retrouve, bien entendu, à la page 130 du télétexte de la RTBF, toutes les informations sur cet Office de promotion du tourisme Wallonie-Bruxelles. Et je vous propose de passer tout de suite au 2e jeu, l'image mystère. Oui, nous cherchons ce soir 2 personnages, 10 points par bonne réponse, et puis vous le savez, ensuite la possibilité d'essayer de deviner un des 2 personnages qui valent chacun 25 points. Et puis on joue aussi chez soi si on le désire en nous appelant au 070 344 346 pour remporter cette fois 40 € par image découverte. Dominique, Olivier, nous sommes partis pour 1 minute de questions. Top chrono. En quelle année Jean de Melun, seigneur d'Antoing, reçoit-il le collier de chevalier de la Toison d'Or ? 1432. De quel grand seigneur Jean de Melun a-t-il été le conseiller, Olivier ? Du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Oui, exact. Alors ? Berthelois. Non. Sous le patronage de quel saint est placée la confrérie? Oui, Olivier. Saint-Sébastien. Oui, des archers d'Antoing, c'est Saint-Sébastien, on vous écoute. Hugo. Non. Quel monarque institua au XVIe siècle la confrérie de Saint-Sébastien? Oui. Louis XIV. Non. Dominique, vous pensez à quelqu'un? C'était Philippe II. L'hôtel de ville se situe dans un bâtiment du 16e, Dominique. Là-haut, le drap. Exact. À cette époque, c'était l'usage. Je vous écoute. Une proposition de personnage? Oui. Le maréchal de Saxe. Non. Quel nom porte la sépulture gallo-romaine caractérisée? Oui. Le trou de Billemont ou le tumulus. 2 noms identiques. On accepte, c'est le tumulus. Oui, le tertre en forme de cône. Je vous écoute. De Gaulle. C'est la bonne réponse. Charles de Gaulle, c'est une première des 2 bonnes réponses. La seconde image, vous la voyez? Non. Non. Alors on continue. Quel est le nom du tumulus datant du 1er siècle situé à Antoing? Oui, Olivier. Le trou de Billemont. Eh bien oui, cette fois, il fallait dire ça. Alors on vous écoute. Berthelois. Non. Quel nom porte la technique relative à l'art d'assiéger les villes ou les châteaux? Oui. Le siège. Non. Dominique? Non. La polyorcétique. Quelle est la devise de la famille de Ligne? Je vous défends de rire. Oui. Ligne. Non, la devise. Ah, la devise. Olivier? Ah, Ligne oui, toujours droite. Non, moi, Oui, semper linea recta. Recta. oui, à toute ligne droite, à toute chose qui tombe, ligne droite. Oui. Oui, mais vous avez dit ligne, hein? J'ai entendu ligne. La devise. On est d'accord. Hein? Quel membre de la famille... Oui, vous avez donné la bonne réponse. Alors, encore une possibilité. Du Brinfo. Non, on continue. Quel membre de la famille de Ligne a fait ajouter une galerie néo-gothique? Oui, Olivier. Eugène de Ligne. C'est la bonne réponse, au château d'Antoing, donc. De Snook. Non. Non. De 1901 à 1914, le château d'Antoing est loué à une congrégation. Oui, Dominique. Oui, les jésuites de Ligne. Absolument, les jésuites. Pensez à qui? Berthelois. Non. En 1916, l'armée allemande réquisitionne le château d'Antoing, oui. Pour en faire un lazaret. Exact. Quel est ce personnage? Vigneault. Non. Quel fut le premier prince de Ligne à posséder le château? Oui. C'est qui? Olivier. Charles de Ligne. Non, Non. c'est Florent de Ligne. Florent de Ligne, c'est la bonne réponse, Dominique. Alors, encore ce personnage à découvrir. On est reparti pour les 10 dernières secondes. Propriétaire du château au 19e siècle, Eugène de Ligne fut le président d'une assemblée... Oui, Olivier. Le Sénat. Oui, le Sénat. Alors, je vous écoute. Dernière possibilité de trouver un nom. Non. Vous ne voyez pas. Eh bien, ce sera donc pour un téléspectateur. Et je n'ai malheureusement pas de réponse par téléphone. Eh bien, nous allons découvrir ensemble ce personnage. Il s'agit de Maurice Dessombio. C'est en compagnie de son frère que Charles de Gaulle fut étudiant au collège du Sacré-Cœur d'Antoing. Cette école, dirigée par des jésuites français et installée dans le château, préparait ses élèves, tous français, aux grandes écoles telles que Polytechnique ou l'ENA.
C'est en 1911 que Maurice Desombiaux écrit Le Maugré, qui fut salué par Lemonnier et Maeterlinck comme chef-d'œuvre de roman naturaliste. Et à propos du Maugré, ce mal social qui sévissait dans le Hainaut occidental, il faut savoir qu'en 1850, un dénommé Lacquement, liégeois sans doute, fut exécuté à Maubray. Ce fut la dernière peine capitale pour Maugré. Dominique, 70 points. Olivier, 125 points. Et une bonne réponse par téléphone, 40 € pour Simon de Verviers. Les artistes peuvent évidemment être élitistes, mais ils peuvent aussi volontairement se tourner vers le grand public. Et quand on parle d'art, on parle souvent d'œuvres et de toiles de maître qui ne touchent pas le plus grand nombre. Heureusement, il existe certains artistes, comme Edmond Dubrinfo, qui s'illustrent dans l'art mural pour décorer nos villes et nos murs, qui, il est vrai, ont souvent tendance à avoir grise mine. Tout a commencé vers l'âge de 10-12 ans, dans le village de Calonne, de l'entité d'Antoing, quand je me suis aperçu que nulle part l'art n'existait. Et je me suis interrogé, j'ai commencé à essayer de comprendre. Et puis, comme ma mère avait travaillé à Paris, régulièrement, je faisais un voyage dans la capitale française. Et puis, ces voyages m'ont mené en 1937 à la grande exposition internationale, Paris. Les arts et les techniques au service des hommes. Hélas, la révélation. La révélation par 300 et des points de chute d'art mural, de céramique, de tapisserie, de peinture murale, entre autres Guernica de Picasso. Je me suis dit, retournons dans notre village, essayons de voir ce qui est à faire et replaçons l'art là où passent et vivent les hommes. Et j'ai constaté que quand vous apportez aux hommes, quand vous vous inscrivez dans leur devenir, dans leurs besoins, ils acceptent. J'ai été approché pour réaliser à peu près pas loin de 500 implantations murales. J'en ai réalisé même pas la moitié, mais il y en a pas mal. Et il y a une région privilégiée, c'est le Hainaut. Une deuxième région privilégiée, c'est Bruxelles, avec Boitsfort et Anderlecht. Et ces derniers temps, face à une menace terrible qui nous est tombée sur la région d'Antoing, le Tournaisis et Antoing. Le mur de Péronne, c'est 50 mètres de long, sur 3 mètres de haut, c'est 150 mètres carrés. Vous trouvez là tout seul devant ce mur, c'est fou. Je me trouve au début tout seul. Je vais voir, j'arpente, j'essaie de voir où je vais implanter telle partie de la composition et telle autre. En fait, cette idée, c'est la conférence de Rio, c'est germer partant de là, c'est sauver la terre, sauvons les espèces. Un peu le thème que j'ai traité au métro Louise. Le train TGV finira par être transcontinental. Et c'est donc un moyen de connaissance pour les hommes, c'est un moyen de partager ce que nous avons de précieux, qui naît sur le plan de la région et qui s'internationalise. Je n'arrête pas d'observer. Je vous observe, moi, hein, tout en vous m'interviewez, mais je vous regarde, je vois vos mèches de cheveux, je vois vos petits lobes de l'oreille, je vois votre regard, je vois vos lèvres, la lèvre inférieure plus épaisse que l'autre. Bon, tout ça, je regarde. Et un jour, ça va sortir. Un jour, ça sort. Mais il y a des centaines de croquis. C'est ces croquetons qui, rassemblés, au moment où je me mets à créer, à dessiner, me nourrissent. Quand j'attaque un mur ou quand j'attaque une tapisserie, eh bien, la sensibilité que j'ai pu emmagasiner à les mettre en place ressortent et nourrissent le mur et font que le mur n'est pas inerte, n'est pas une plaque d'acier insensible. Les 5 rocs, c'est l'endroit où j'ai le plus joué en étant gosse. La carrière, je connaissais la moindre pierre, la moindre aspérité, le moindre arbre qui poussait. Et quand j'ai vu que les terres du TGV avaient créé un espace de 13 hectares
entre 13 et 15 hectares de nouveaux terrains, je me suis dit il faut rendre hommage à ces 5 carrières. Et j'ai pris 5 pierres comme base symbolique de mon rappel. Ce que vous captez avec l'ouverture sensible, avec l'esprit ouvert, ce que la vie apporte au fond à chacun de nous. Mais chacun de nous n'a pas le pouvoir de transmettre ce qu'il a observé, ce qu'il a perçu, ce qu'il a reçu. Moi, j'ai eu ce don, que j'en ai profité, c'est vrai, mais c'est à force de travail, c'est un travail énorme. Tous les jours, être obsédé par cela, être avec un crayon en main ou un bic et griffonner un croquis, capter ce qui a été le lot de la journée, le mettre de côté et puis le faire ressortir en temps utile. Et ces dernières images ont été filmées lors d'une exposition à Moucron qui, sous l'impulsion des édiles, devient vraiment un centre artistique intéressant. Et puis actuellement, si vous voulez admirer les œuvres de l'artiste, vous pouvez visiter l'exposition qui se déroule en province de Luxembourg à la galerie La Louve à Louvetémont-l'Église. Et pour tous ceux que l'art mural intéresse, nous offrons des livres. Il y a des livres des murs qui parlent, et Le temps de l'homme. Ils sont beaux, ils sont là et on les voit à l'image. On vous les offrira tout à l'heure. Nous avons un jeu pour vous. Il s'appelle les mots croisés. Et si vous voulez jouer par téléphone, il faut persévérer. Je sais que c'est difficile, qu'il est difficile de nous joindre, mais continuez. Il faut former le 070 344 346 pour remporter peut-être 75 €. Ça vaut la peine. 6 images vous permettent de découvrir 6 mots. 10 secondes par mot. Si ce n'est pas la bonne réponse, eh bien c'est l'autre candidat ou candidate qui peut utiliser le temps qui lui reste. Il y a 30 points à gagner pour chaque mot. Regardons la grille tout de suite. Avec un premier mot de 6 lettres. Oui. Fleur. Non, Dominique, il reste 2 secondes pour Olivier. Pour un téléspectateur, 10 lettres. Un très long mot suivant. Oui. Du Brinfo. Non. Dominique, il vous reste 9 secondes à vous toute seule. Tapisserie. Et non. Ce sera aussi pour un téléspectateur. Le troisième mot, bien, on cherche un artiste. Je vais vous aider. 7 lettres. Ce n'est pas grave, on va encore chercher un artiste avec le mot suivant qui comporte 8 lettres. Oui. Vinche, mais c'est pas ça. Non. 2 secondes pour Dominique. Non. Non. 7 lettres, l'avant-dernier mot. Cume. Olivier. Quem. Exact, c'est la bonne réponse. Quem. 6 lettres pour le dernier mot. Oui, Olivier. Louise. Louise est la bonne réponse également. Alors, il y a 4 mots à découvrir par téléphone. Et je n'ai pas de bonne réponse par téléphone. Oh là là. Alors, on va revoir ça dans l'ordre. Le premier mot, faisant. Eh oui, 6 lettres pour faisant. Le deuxième, fourmilier. 10 lettres. L'artiste Deltour et l'artiste Sommeville. Voilà les mots. Après des études à l'Académie de Tournai dans la section peinture en bâtiment, Edmond Dubrinfo réalise ses premiers cartons de tapisserie en 1937. Le faisan doré et le fourmilier, que l'on voit ici, sont 2 de ses premières œuvres peintes à l'huile sur papier. Après la Seconde Guerre mondiale, il crée en compagnie de 2 peintres cartonniers le Centre pour la rénovation de la tapisserie à Tournai et le groupe Force Murale. Cette association de 3 artistes s'attachera plus particulièrement à la promotion de l'art public.
Le premier, Louis Deltour, est toujours resté fidèle à un art figuratif. Il ne quittera jamais une option sociale et politique dans sa création artistique. Le second, Roger Sommeville, créera de nombreuses œuvres murales, céramiques, tapisseries, fresques, acryliques sur béton, dont la station de métro Ankar à Bruxelles, 600 m². En 1968, professeur de peinture monumentale à l'Académie des Beaux-Arts de Mons, Edmond Dubrinfo fonde le groupe Quem 68 en compagnie de ses élèves, véritable laboratoire d'expérimentations artistiques dans lequel architecture, peinture, gestion de l'espace seront conçus en commun. Pour décorer la station Louise, la STIB fait appel à Edmond Dubrinfo, qui exécute plusieurs œuvres dont le thème général est centré sur la paix et le sauvetage des espèces naturelles menacées. Tapisserie, émaux sur acier et céramique interpellent le passant et contribuent à humaniser des lieux froids où généralement la technologie règne en maître. Coup d'œil sur les points. Dominique, 70 points. Olivier, 185 points. Et pas de bonnes réponses par téléphone, donc pas de téléspectateurs gagnants. Je pense que leur slogan pourrait être « À Antoine, on est malin ». Oh, vous auriez pu être dans la publicité, hein? Oui, peut-être. C'est parfois pire que ça. Oui, en effet. Mondialisation rime souvent avec disparition des petites structures non concurrentielles. Antoine, l'industrie du sucre a pris les devants en rassemblant ses forces pour créer un outil moderne qui en plus fait la part belle au recyclage. Histoire d'un exemple à suivre. Ils font pas appel à Gludal. Oui, bonjour. Oui, Rudy, bonjour. Tu es toujours chez Liagre? Oh, oui, je suis chez les Lilas, Jean Blondin. D'accord. Donc alors après, tu vas chez Jean-Paul Hainaut et lui, il a 3 tasses. Alors une sucrerie est une entreprise saisonnière. En fait, on attend que la betterave soit à maturité avant de l'arracher. Et il faut la travailler avant que les grands gels de l'hiver pour éviter la décrasation de la betterave. C'est pour ça que la sucrerie a une période de travail entre 2 et 3 mois sur lequel ils doivent transformer l'entièreté de la récolte en sucre. Nous avons de l'ordre de 400 charrois journaliers pour approvisionner l'usine en betterave et assurer tous les transports approvisionnement de l'usine. Donc pour ça, la sucrerie affrète une 50aine de camions chez des transporteurs locaux, principalement pour le transport des betteraves et tous les produits annexes. Donc les transports travaillent de l'ordre de 12 heures par jour, commencent à 6 heures du matin ici en réception, donc ça veut dire 5 heures du matin en chargement au champ, et se termine vers 18 heures le soir, et cela 6 jours par semaine. En fait, la sucrerie est très liée avec l'agriculture et l'essentiel de ses sous-produits retourne à l'agriculture. Et donc chaque planteur non seulement a une recette pour le sucre qu'il livre à la sucrerie, mais récupère normalement les pulpes de la betterave, qui est en fait la betterave sans le sucre, qui sert à l'alimentation du bétail. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Viens voir qu'est-ce que j'ai encore bon comme pulpe et chercher les bons d'aujourd'hui. Ah ouais, ben, je vais te donner ça. De toute façon, je dois encore livrer les betteraves aussi, et donc il y aura encore des pulpes à avoir aussi. Oui, pas de problème. Hein. En fait, la sucrerie paie le sucre contenu dans le chargement. Et pour déterminer la teneur en sucre, il faut d'abord déterminer quels sont les déchets qu'il y a dans le camion. Donc, après le sondage, on va laver les betteraves de l'échantillon pour en déterminer la tartère. On va toiletter les betteraves pour en déterminer les déchets verts. Et ensuite, les betteraves vont être râpées. Et l'analyse de cette râpure détermine la teneur en sucre de la betterave. Alors, les grandes étapes de la transformation, c'est d'abord le lavage, donc pour retirer tous les tartères, les déchets des betteraves. Ensuite, vient l'extraction du sucre de la betterave. Donc pour ça, on la découpe en cossettes, qui sont des petites frites. Et après ça, on les envoie en diffusion, où un contre-courant d'eau chaude entraîne le sucre contenu dans la betterave. Donc de là, on sort le jus sucré. Le jus sucré est impur, donc passe dans une étape d'épuration de jus. Ensuite, de concentration par évaporation. On obtient ensuite un sirop sucré,
qui rentre dans la cristallisation du sucre. La cristallisation consiste en fait à faire grossir des fins grains de sucre dans ce sirop et après centrifugation, donc séparation, on obtient ainsi le sucre blanc. Sur le plateau de Fort-en-Tête, Monsieur Vincent Couplet et quelques membres de la sucrerie de Fontenoy autour de lui. Merci, messieurs. Et puis, sachez que si cela vous intéresse, vous pouvez visiter gratuitement la sucrerie d'octobre à décembre sur simple réservation. Vous trouverez tous les renseignements sur le site RTBF. Wow, je vous le dirai tout à l'heure. Oui, nous sommes très nombreux à nous souvenir du danger des chaussées autour, enfin sur le passage des camions qui transportaient des betteraves sucrières dans le temps. Il y avait toujours des morceaux de pulpe ou des betteraves et ça rendait dangereuse la circulation. Eh bien, on m'a raconté que c'était parce que les transporteurs étaient payés au poids et donc chargeaient au maximum et donc ça tombait. Eh bien, pour que ça n'arrive plus, on a limité le poids maximum, donc on n'est pas payé au-dessus et donc tout le monde, les bennes ne débordent plus et les chaussées sont sûres, ce qui est quand même un comble quand on parle de sucrerie. Bon, alors ça c'est rien, j'ai ajouté bêtement. Alors Dominique, vous connaissiez cette réglementation concernant les betteraves? Non. Je sais que vous avez reçu un très très bon accueil à Antoing et que ça vous a vraiment marqué. Tout à fait. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ont vraiment fait part d'un grand dynamisme, beaucoup de gentillesse, beaucoup de chaleur. Ils répondaient aux questions, ils attendaient la venue. C'était vraiment très agréable. Alors, quand vous vous présentez, on vous dit « Ah, vous venez pour Fort-en-Tête » ou d'abord vous devez vous présenter, donner votre nom? Bien évidemment, d'abord on se présente, on vous demande un petit mot de passe. Ah oui, et grâce à ce petit mot de passe, eh bien, toutes les petites portes s'ouvrent. Eh bien, très bien. Et donc, Fort-en-Tête, voilà. On est malin aussi. Et vous m'avez dit que vous aviez aussi préparé l'émission par Internet, ce qui est normal finalement. Ben oui, c'est une bonne source d'information et donc voilà, sans trop se déplacer, on a déjà pas mal d'infos. Donc pour vous, un rêve quelque part de participer à une émission jusqu'ici heureuse? Tout à fait, tout à fait. Bien, la rapidité peut-être me manque un petit peu. Bon, on verra. En tout cas, le jeu continue avec, face à vous, Olivier. Olivier, vous aussi, vous avez pu bénéficier d'un bon accueil chez les habitants d'Antoing? Absolument. Les personnes ici présentes ont été extrêmement accueillantes, Monsieur Couplet notamment, Madame Roire qu'on a vu au début du reportage, le syndicat d'initiative et Monsieur le maire, Monsieur Maillet, qui nous ont vraiment accueillis, je crois, tous les deux, les bras ouverts, avec une tonne de documentation à notre disposition. C'est vraiment très, très agréable. Alors ça, c'est pour la collecte des informations. Oui, puis après ça, il y a l'étude, évidemment. Et là, vous m'aviez dit que vous étiez aidé par votre épouse, votre femme, qui est là ce soir. J'ai la chance de faire équipe avec mon épouse, qui a elle-même fait équipe avec moi dans le passé lors de nos études, ce qui fait que... les petits résumés, les bonnes notes de cours trouvent leur utilité pour l'instant. Vous êtes connu à l'IEX? Je suis connu à l'IEX, je ne sais pas. Je suis non, vous êtes connu. Ah oui, absolument. Oui, c'est connu le premier jour de la première Candy. Un coup de foudre. Oui, mais j'ai quand même dû travailler pendant 1 an et demi pour essayer d'y arriver. C'est comme ça, même en amour, finalement. Nous allons voir les points, les rappeler, en tout cas, Dominique 70 points et Olivier 185 points. Si vous voulez aider nos candidats, c'est le moment de le faire. Il y a 75 € offerts par Fortis Bank. Il suffit de former le 070 344 346. Nous allons passer à la première question de connaissance. Elle est relativement longue, donc soyez attentifs. La voici. En 1745, lors de la bataille de Fontenoy, plusieurs régiments de soldats irlandais mirent leurs forces au service de la France pour combattre les alliés anglais et autrichiens. Les Irlandais reprochaient aux Anglais de ne pas respecter les conventions d'un traité signé en 1691 qui donnait des garanties aux catholiques. Je vous demande le nom de ce traité, top chrono. Eh bien, tous les deux, vous encodez de mémoire une réponse. Olivier, vous la validez pour 100 points. Et Dominique va faire de même. Voilà, parfait. Alors, nous allons demander votre réponse. Dominique, pour 100 points, vous me dites? Le traité de Limerick. Oui, Olivier, pour 100 points, vous me dites? Le traité de Limerick. Oui, et la réponse est le traité de Limerick.
de nombreux soldats irlandais s'engageront au XVIIIe siècle dans les armées étrangères qui combattaient l'Angleterre. On les appelait les Walhees. Enfin, je ne sais pas, c'est entre l'anglais et le flamand, mais... Bon, on a compris. Oui, c'est les oies sauvages, autrement dit. Quant à la bataille de Fontenoy, l'armée française en sortit vainqueur, mais au prix d'un carnage. 15 000 hommes y perdirent la vie le 11 mai 1745. Cette bataille reste également célèbre par les propos échangés entre Lord Hay et le comte d'Anteroche. Alors, c'est un peu différent de ce qu'on connaît habituellement, mais ça, c'est la vérité. Messieurs, les gardes françaises tiraient les premiers, proposa l'anglais. Donc, c'était plutôt « Messieurs, la garde française tirez les premiers », proposa l'anglais, à qui il fut répondu « Enfin, non, c'est pas... Les Français, on ne sait pas comment ils répondent. Non, messieurs, à vous l'honneur. » Non, à cette époque-là, il n'y a pas encore de casquette et de rap. Hein. Dominique, 170 points. Olivier, 285 points. Et j'ai 3 bonnes réponses par téléphone. Georges-Henri d'Orion, Laurence de Oudémery et Cédric de Bruxelles. Bravo et bravo d'avoir déjà pu nous atteindre par téléphone et d'avoir donné la bonne réponse. Vous pouvez aussi nous atteindre d'une autre manière, par l'électronique, on en parlait à l'instant avec Dominique, le www.rtbf.be. Une spécialiste me confirme donc que je peux dire wow. Alors là, comment ça s'appelle, là, le truc, c'est la barre slash. On peut dire slash. Backslash. Pantoufle. Non, ne commencez pas avec d'autres mots. Hein. Slash télévision sans accent, ça va venir. C'est parce qu'en langue anglaise, il n'y en a pas, je crois, des accents. Donc, il faudra qu'on leur apprenne, surtout que c'est la journée de la francophonie demain, on va leur dire. Et puis, il y a de nouveau slash. Et puis fort en tête. Hein. Bien sûr. Quand on veut faire des courses et acheter du matériel de bricolage et qu'on est à pied ou en voiture, on pousse les portes d'un grand magasin. Eh bien, quand on est en bateau, on se rend à la péniche magasin pour faire ses achats. Histoire d'un magasin pas comme les autres. Ingénieur des seniors pour le Montana. Ouais, Montana avec Junior, j'écoute, bonjour. Bonjour Claude, Audi, je viens d'arriver à la station. Ouais, ok Dédé, il n'y a pas de problème, pour le moment elle est libre là. Tu as besoin de quelque chose de spécial pour qu'on démarre avant? Les bateaux, lors de leur passage, prennent tout d'abord contact avec nous pour nous dire ce qu'ils désirent pour ne pas freiner trop leur route. Donc certains bateaux nous demandent de les approvisionner en cours de route. D'autres veulent venir à la station pour justement avoir accès au magasin et choisir le matériel qu'il leur faut. D'autres bateaux accostent ici à Antoine pour charger leur bateau. Et là, ils nous demandent d'aller les livrer sur place, au port de chargement de CBR ou au port de chargement de Vaud et de Cherc. Ce type de bateau et ce type de magasin existent parce que ici, sur l'Escaut, il y a un grand nombre de bateaux qui passent. Et il leur faut, tous les 100-150 km, des approvisionnements de gasoil, de peinture et de tout ce que l'on vend pour le bateau. En moyenne, par an, 16 000 bateaux sont de passage ici et nous en servons en moyenne 1 sur 2. Elle ne sert pas à naviguer comme toutes les péniches le font, ni à transporter des marchandises. Et cette péniche sert essentiellement à stocker du gasoil, à livrer ce gasoil à des clients qui sont de passage et également à vendre des peintures, des câbles d'amarrage et tout ce qui sert pour un bateau. Tiens, bonjour Sylvian. Ah salut Claude, tu tombes bien, tiens. Qu'est-ce qu'il te faut de beau? Un anti-rouille quand même. Un anti-rouille, il n'y a pas de problème. Gris, noir, blanc, quelque chose qui... Je voudrais pas d'abraillon parce que comme ça, les maths, il n'y a pas de problème. On ne doit pas poncer. Regarde, là un échantillon. Claude, c'est à visser ces ampoules-là? Oui, elles sont à visser celles-là. Non, c'est des sockets, excuse-moi. Ah ouais, c'est un problème. Et les lampes halogènes, là, c'est des 1000 watts aussi? Ouais, mais j'en ai qui sont un peu moins chers là-bas sur la gauche. Ouais, mais est-ce qu'ils sont en bonne qualité? J'ai un chapeau là, après tu retires 2 chapeaux. Ouais, c'est pas les autres. C'est un métier particulier dans le sens où je suis quand même en contact avec mes anciens collègues puisque j'ai exercé ce métier de batelier avant. Particulier, il faut connaître le matériel qu'on vend, il faut savoir des choses techniques qu'une personne venant
d'une école ne connaîtrait pas spécialement. Je connais la majorité des bateliers qui passent ici. On s'appelle par nos petits noms, c'est très convivial. Oh, petit loulou, ça fait quoi dire, toi? Pas trop pour un coup pareil. Mais tu vas passer le week-end ici quand même. Ah ouais. Eh bien, ce qu'on fait là sur cette péniche magasin s'appelle de l'avitaillement. Donc, avitaillement, qui vient, c'est un mot du 18e qui vient du latin, qui est formé de ad, vers latin, et puis vitaille. Et ça veut dire, depuis le 18e, approvisionnement d'un navire en vivres et en matériel. Donc, c'est exactement ça. Depuis lors, quand les avions sont arrivés, on l'a appliqué à l'aviation et au carburant. Vous savez, ces avions qui viennent avec une sorte d'entonnoir, là, alors ça s'appelle de l'avitaillement. Et depuis peu aussi, je l'ai trouvé dans le jargon du rail pour ravitailler les trains. C'est-à-dire que même les petits chariots où on vend quelque chose dans les trains internationaux, eh bien, ça s'appelle de l'avitaillement. Voilà, très intéressant. Nous accueillons en studio monsieur et madame Claude Lefebvre du Neptunia. On les applaudit. Les avitailleurs. Voilà. Et puis, sans transition, je vous propose un superbe cadeau pour le premier gagnant ce soir au téléphone. Il s'agit d'un vol découverte en avion pour 2 personnes au-dessus de la région d'Antoing. Bien. Je sens que ça va chauffer au standard évidemment. ce soir. Nous allons quitter les airs pour la question de connaissance suivante que je vous propose. Le canal Pomerol-Antoing, reliant l'Escaut au bassin fluvial de la Haine, fut creusé au XIXe siècle. La construction de cette voie d'eau navigable fut adjugée à un entrepreneur montois. Je vous demande son nom, top chrono. Quel entrepreneur réalisa les travaux du canal Pomerol-Antoing? Alors Dominique et Olivier, vous ouvrez l'un et l'autre la documentation, vous jouez pour 50 points. Excusez-moi Jacques, vous pouvez répéter l'année? En 23, c'est ça? Au 19e siècle. Alors Olivier, vous venez d'encoder une réponse pour 50 points. Alors je répète, le canal Pomerol-Antoing reliant l'Escaut au bassin fluvial de la Haine fut creusé au XIXe siècle. La construction de cette voie d'eau navigable fut adjugée à un entrepreneur montois. Quel est son nom? Vous validez cette réponse. Dominique, si vous commencez à encoder ce que vous faites, nous allons accepter et vous écouter jusqu'au bout. Alors vous validez. Bien. Dominique, pour 50 points, quelle est votre réponse? Vifquin. Oui, Vifquin. Olivier, quelle est votre réponse pour 50 points? Philippe-Joseph Nicaise. Nicaise. Et la réponse est Nicaise. Soutenu financièrement par Guillaume Ier des Pays-Bas et par la Société Générale, l'entreprise de Philippe-Joseph Nicaise débute les travaux en août 1823. Le travail s'effectue sous la direction de l'ingénieur Jean-Baptiste Vifquin, auteur de projet, qui quelques années plus tard s'attaque à la liaison fluviale Charleroi-Bruxelles. Oui, pour la petite histoire, Vifquin, c'est l'auteur du projet, Dominique. Eh bien, vous avez 170 points, Olivier, 335. Et j'ai 2 bonnes réponses par téléphone, Yvonne de Timistère et Yannick de Verviers. Dans le Hainaut occidental, on sait s'amuser, on aime bien les jeux traditionnels. À Tournai, on se souvient lors de l'émission Fort en tête qui lui était consacrée aux jeux de fer, qui se jouent très bien. À Moucron, il existe des très grosses fléchettes qu'on appelle le jeu de javelot. Et à Antoing? Eh bien, Antoing, il existe un autre jeu. C'est un jeu qui consiste à lancer une boule, puisque certains bistrots possèdent encore une bourloire, autrement dit une piste où l'on joue à une sorte de pétanque du Nord. Regardez. Ça se joue sur une bourloire, bien sûr, qui fait environ entre 20 et 25 mètres de long. C'est le principe de la pétanque, à part que le cochonnet est ici remplacé par ce qu'on appelle les tacs, une plume. Et le but du jeu, c'est que l'équipe qui doit gagner la manche, si vous voulez, eh bien, elle mette sa boule plus près de l'étac que l'équipe adverse, tout simplement. Avec la différence, c'est qu'une équipe joue toutes ses boules et place
une fois que les boules sont près de l'étac, donc près de la cible, qui se trouve au bout du jeu, une fois qu'on a mis quelques boules près de la cible, on essaie d'empêcher l'adversaire d'y arriver à cette cible. Donc on met des obstacles qui sont représentés par des autres boules qu'on dépose sur toute la longueur du jeu. Des gens qui travaillaient dans les moulins à vent faisaient rouler les boules dans les chemins de terre, tout simplement. Et un peu à la fois, eh bien, on en a fait un jeu et on a essayé d'imiter les chemins de terre par des pistes de boules. Donc d'un jeu tout à fait venant du hasard, on en a fait un jeu de technicien avec des boules qui sont travaillées, qui sont tournées, avec un côté qu'on appelle fort et un côté plus léger, qui permet à la boule d'avoir un effet tout à fait particulier lorsqu'on la fait jouer d'un côté à gauche ou à droite. Elle pèse entre 1,5 kg et 1,8 kg en championnat. Elle a un côté qui est un peu plus arrondi que l'autre, qui permet à la boule de monter plus haut sur le jeu. En principe, les boules originales étaient en noyer. Évidemment, comme il y a de moins en moins de noyers maintenant, on fait des boules en hêtre. Ici, dans la région, moi je connais un monsieur Stevenard de Erin. C'est lui qui, chaque fois qu'on a une commande de boules pour un amateur ou l'autre, c'est lui qui tourne les boules chez lui. Ça se fait à Erin. C'est le seul que je connaisse encore aujourd'hui, moi, personnellement. Il y en a peut-être encore un ou deux, mais les gens sont très, très rares. Hein. Il n'y en a plus tellement qui font des boules. Mais M. Stevenard, c'est le spécialiste de la région qui fait les boules. Bon, il y a une fédération qui reprend 13 ou 14 clubs à peu près. Et cette région, elle est limitée, si vous voulez, à la frontière française à partir de d'Ottigny, Moucron, Erin, Tournai, Antoing. Pour jouer en championnat, il faut être licencié. Donc il faut appartenir à la petite fédération, évidemment, tournaisienne, si on peut dire, si on peut l'appeler comme ça, quoi. Mais en tournoi, n'importe qui, même des amateurs, des gens qui ne jouent jamais à la boule, les gens peuvent s'inscrire à des tournois et participer au même titre que des spécialistes, quoi. On a décidé que chaque fois qu'une équipe était invitée à un championnat, donc chaque fois qu'elle participait à un championnat, eh bien, Myriam et moi avons décidé d'offrir des collations. Et la spécialité de la région, ce qu'on appelle à Tournai, c'est le mutio. M-U-T-I-A-U, mutio. Ici, chez nous, c'est ma femme qui le prépare. Et comme nous sommes originaires de Tournai, eh bien, on a essayé d'implanter ça directement à Antoing quand on est arrivé il y a 5 ans ici à Antoing. Allez les gars, un petit sandwich là. Oui, pas besoin d'aller dans le sud de la France pour voir une partie de boules. Et je suis sûre, Jacques, que vous mourrez d'envie de connaître les résultats. Je les connais, je me suis renseigné, alors je vais vous les donner. Café français d'Antoing, 8 points. La Camargue d'Erin, 16 points. On se croirait un peu à l'Eurovision, oui. non? Oui. N'oubliez pas, après l'émission, nous vous proposons de jouer en collaboration avec le magazine Télémoustique et l'Office de promotion du tourisme Wallonie-Bruxelles. Il vous suffira de répondre aux 2 questions qui vous seront posées au 0900 27 027 pour gagner des cadeaux. Mais quoi comme cadeau? Eh bien, parmi les cadeaux, il y a en tout cas cette magnifique Fiat Stylo 3 portes. On résume tout en images. L'Office de promotion du tourisme Wallonie-Bruxelles vous offre 5 bons d'une valeur de 100 € pour découvrir nos belles régions. 2 bonnes réponses à notre jeu et la Wallonie et Bruxelles se feront complices de vos loisirs en toute convivialité. De plus, votre fidélité sera peut-être récompensée par la nouvelle Fiat Stylo 16 soupapes. Pour vous motiver, voici un petit rappel des points rapides. Dominique, 170 points. Olivier, 335 points. On n'y pense plus et on pense à la fin. 15 questions maximum dans le temps d'1 minute 30, 20 points par bonne réponse. Top chrono. Que signifient les initiales CBR? Oui. Cimenterie et briqueterie réunies. Bonne réponse. En quelle année fut créée la société CBR? Olivier. En 90. 1986. Non, 1929. Dans quel pays fut inventé le ciment Portland? Oui, Olivier. En Angleterre, en Grande-Bretagne. Exact. Quel bâtiment de Maubrey fut le théâtre au 19e siècle? Le Moulin. Oui, une des plus sombres histoires. Dans quel village de l'entité d'Antoing Edmond du Brunfaux, Dominique? Calonne. A passé son enfance, c'est bonne réponse. Quelle œuvre de Pablo Picasso a profondément, Olivier? Guernica. C'est marqué Edmond de Brunfaux, bonne réponse. En 1947, Edmond du Brunfaux fonde... Force murale. Exact, le nom du groupe artistique en compagnie de Sommeville et Deltour. Edmond du Brunfaux a conçu une œuvre de 150 mètres carrés qui couvre... Que vive la terre. C'est le titre de ce mur anti-bruit de TGV à Antoing.
À quelle date précise eut lieu la bataille de Fontenoy, Olivier? Le 11 mai 1745. La bataille de Fontenoy, juste. Quel maréchal commande... Oui. Maréchal Maurice de Saxe. Oui, l'armée française lors de cette bataille. Quel nom porte la fondation créée en vue de valoriser les fours à chaud de Cherc? Ah, Fama oui oui. Quel est le nom de la péniche magasin? Neptunia Captain. Oh oui, à Marais-Antoine. Quel nom particulier porte le cochonnet du jeu de boules? Olivier? L'étac. L'étac ou la plume, les boules carolées. À l'origine, quelle essence d'arbre était utilisée pour fabriquer? Le noyer. Oui, les boules. Et enfin, quel nom porte le terrain en terre sur lequel... La Bourloire. La Bourloire, c'est une dernière bonne réponse. Vous n'en aviez pas besoin pour être déclaré vainqueur. Olivier Moinet de Bonnef. Bravo à Olivier, mais aussi bravo à Dominique. Dominique, vous êtes bien battu. C'est vrai qu'il est très très rapide. Toujours une petite seconde. C'est vrai, parce que j'ai vu que vous aviez appuyé plusieurs fois, mais un petit peu en retard. Alors, vous savez que vous Oui, ne reviendrez... je vous signale, parce qu'on nous pose souvent la question, 1/100 de seconde de réaction pour les champignons. C'est incroyable, hein. Ça C'est mesure ça, donc... C'est une différence qui est c'est importante. pas une seconde même. Hein. Alors, vous savez que vous ne serez pas parmi nous la semaine prochaine, mais vous partez à Paris. Ça, c'est la bonne nouvelle. Regardez d'ailleurs ce que vous pourrez y découvrir. On ne cite plus les nombreux bâtiments et monuments à visiter. Prenez votre appareil photo, écrivez-nous une petite carte et bon voyage. Bien, alors, Olivier Moinet, vous avez donc gagné 2500 €. Tout va bien, vous avez le sourire, vous savez que ouais, dans les croissanteries de Louvain-la-Neuve, ça, oui, ça doit être comme ça. On l'imagine aisément. Il doit y avoir beaucoup d'étudiants là. Mais la semaine prochaine, si vous revenez, vous gagnerez peut-être la Fiat Stilo 16 portes. Et 3 soupapes. C'est le contraire. 16 soupapes et 3 portes. Remarquez que... Allez, on la regarde, on la regarde. 8 airbags, de l'ABS, de la direction assistée, de la fermeture centralisée, des lève-glaces électriques, de la radio et du contrat d'entretien et réparation, 3 ans gratuits. Oui, on récapitule. Oui. Alors, voiture. 16 Combien soupapes. de portes? 16... Non, 3 portes. 3 portes et 16 soupapes. Vous avez eu le temps de réfléchir, Olivier? Absolument. À ce moment-là, la semaine prochaine, je vais avoir un petit problème. C'est que mon épouse, qui, comme vous l'avez compris, fait bloc avec moi, a plutôt tendance à partir en Chine plutôt que de garder une voiture. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, si je vais garder mon épouse ou garder la voiture ou garder le voyage en Chine. Ça, c'est... On va quand même tenter Quel le choix. coup, on va essayer de revenir. Eh bien, bravo. Merci de nous revenir la semaine prochaine. Mais... Contre qui? Qui sera votre adversaire? On va Et l'avoir. avec quoi? Oui, tout de suite au bout du fil, j'espère. Monsieur Fernand Gingou de Anse, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fernand. Comment ça s'est passé? Vous avez regardé l'émission, j'imagine? Oui, j'ai regardé les 2 dernières, oui. Alors Bien spécialement. Votre avis, vos impressions? Il va être très dur, oui. Oui, c'est vrai qu'il est rapide, mais il faut bien se préparer. Vous allez tout de suite découvrir le sujet de la semaine prochaine, puisque nous partons à la rencontre de ceux qui sont doués de leurs 10 doigts. Nous partons à la découverte des métiers d'art en région liégeoise. Ils ont de l'or dans les mains, du doigté, de la finesse. Ils apprivoisent la matière et d'un geste la transforment. La sensibilité toujours en éveil, ils débordent d'imagination et de création. Ce sont les artisans d'art de la province de Liège qui vous donnent rendez-vous la semaine prochaine dans Florentec pour vous faire vivre leur passion. Ah, évidemment, quand il y a 16 portes, il y a un verrouillage central, hein, j'expliquais à Barbara. C'est plus facile. Alors, Fernand, les métiers d'art, région liégeoise, ça vous inspire? C'est le premier d'une série, d'ailleurs, que nous allons faire sur les métiers d'art. On commence par Liège. Qu'en pensez-vous? Vous savez, les métiers d'art, c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Ça montre un petit peu autre chose que l'art tout à fait officiel ou que les... Absolument. Ou que les ouvriers... Compagnons, simples, je dirais, oui. les compagnons. Oh, ça peut être intéressant. Bah, très bien. Donc, Et vous, Olivier? Moi, je suis enthousiasmé parce que depuis Enthousiasmé. deux émissions, on a découvert pas mal de personnages intéressants, notamment Edmond Dubrinfou que j'ai rencontré, qui était passionnant, notamment ses tapisseries. Donc, on va continuer dans l'art et ça me plaît énormément. Une jolie joute la semaine prochaine, Olivier Fernand. On en prend le pari déjà. Mais nous avons un dernier jeu par téléphone au 070 344 346. C'est vrai, il y a des cadeaux pour nos téléspectateurs, des livres
Des murs qui parlent et le temps de l'homme, plus des entrées au château des Princes de Ligne, offert par l'Office du tourisme et la ville d'Antoing. Et puis il y a également ce fameux baptême de l'air à la découverte d'Antoing, offert par l'Office du tourisme et le Tournai Air Club à vos téléphones. Question. Quelle famille est l'actuel propriétaire du château d'Antoing? Top chrono. Enfin, non, téléphone. Oui. Merci à tous. Dominique, Olivier, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir joué. Barbara, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec encore quelque chose au début d'émission, j'imagine. Dans quelques secondes, La Faux, un téléfilm avec Jean-Pierre Cassel et ensuite Télécinéma. N'oubliez pas que Fort en tête est rediffusé sur la 2 en fin de soirée. Bonne fin de soirée. De journée. Voilà. Oui, voilà.